Bien, on termine donc sur l'OMS, Tedros, le nouveau, enfin le directeur qu'il a depuis 3 ans, et qui a encore une fois très mal géré cette épidémie. Je dis encore une fois, je fais allusion à l'OMS, qui avait annoncé 20 millions de morts pour la grippe H1N1, et du coup achat d'énormément de vaccins de la part des pays, même si l'OMS refuse sa responsabilité. Ensuite, par rapport à Ebola, elle n'a pas réagi véritablement, il y a eu quand même 11 000 morts en Afrique, et là aussi, bon, des problèmes. Alors, on est arrivé à voir le lien entre les plus grands capitalistes et l'OMS, puisque un des fondateurs, vraiment un des grands donateurs de l'OMS, eh bien, c'est David Rockefeller. Et aujourd'hui, c'est Bill Gates, donc, qui ont été chacun à leur période les personnes les plus riches du monde. On va s'attarder rapidement sur le premier David Rockefeller, 1839-1937, qui a été la plus grande fortune de son temps, comme je viens de le dire, et avec des méthodes impitoyables contre ses concurrents. Par exemple, attaquer des chantiers pour nuire à la concurrence, détourner des convois d'acheminement des marchandises, et donc il s'était retrouvé en situation de trust, et c'était le premier vraiment pétrolier, enfin, c'est-à-dire il était dans une situation de monopole du pétrole aux États-Unis, et puis il avait organisé les transports aussi en fonction de ça, donc c'était vraiment l'homme le plus riche de la planète. Ensuite, il y a des lois antitrust qui sont passées. Et malgré ces méthodes impitoyables, ou sans forcément une contradiction pour lui, parce qu'il pense que peut-être que c'est ça, c'est la loi du plus fort, et qu'on peut être un grand bienfaiteur, eh bien, David Rockefeller, qui aurait hérité cette qualité de sa mère, dit-il, a été un immense donateur en finançant beaucoup d'universités, aussi en finançant des grands parcs nationaux américains. Alors, dans les universités qu'il a financées, on a en premier lieu celle de Chicago qu'il a entièrement fondée, mais on se rappelle que Chicago, c'est aussi les Chicago Boys, c'est l'école ultralibérale formée par Friedrich von Hayek et Milton Friedman, tous les deux prix Nobel d'économie. C'est terrible, et en fait il n'y a pas de prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède, on l'appelle faussement prix Nobel d'économie. Et c'est Chicago Boys avec les travaux en psychiatrie de Donald Cameron pour mettre les populations en état de choc, la CIA et les armées des pays d'Amérique du Sud, c'est eux qui ont déclenché le plan Condor pour faire des coups d'État et mettre des dictatures ultralibérales en mettant les populations en état de choc en Amérique du Sud. Donc c'est quand même ça aussi l'université de Rockefeller. Donc c'est quand même déjà une première chose. Et dans les autres universités financées, eh bien, on a Harvard, l'université Johns Hopkins, Columbia, Yale, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle il y a un terme précis pour désigner ces quatre universités, cité américaine, je ne sais pas si c'est les majors, mais bref, ça c'est peut-être pour le cinéma. Bref, en tout cas, il finance vraiment les universités les plus prestigieuses, mais il en sort aussi les influenceurs de ces universités. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on sort de Harvard, de Yale, etc., ou lorsqu'on y entre, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire c'est poursuivre et pour poursuivre un modèle du monde qui est celui du libéralisme teinté, soi-disant, de valeurs humanistes. Ça, c'est en apparence, mais systématiquement, ceux qui sortent de ces universités-là promeuvent un modèle libéral et démocratique, mais en réalité, c'est pas la démocratie, c'est bien le libéralisme, enfin l'ultracapitalisme, mais c'est pas la démocratie qui est promue dans les pays où ensuite ils vont prêcher la bonne parole de leur maître. Moi-même, j'ai approché un certain nombre de ces universités.
auxquels j'ajoute Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille, Toulouse et Nancy, qui ont été financés par Rockefeller. Et je peux vous dire qu'ils achètent vos livres. Hein. J'ai des livres qui ont été achetés par Harvard, un livre d'histoire de l'Inde et un autre sur la rencontre du christianisme et du bouddhisme sur la route de la soie au 1er siècle après Jésus-Christ. Ils ne vous disent pas qu'ils achètent les livres, ils les prennent. Je leur fais confiance pour les lire et pour ensuite en faire du big data, des données, mais en fait ça ne participe pas à l'ouverture du débat, ni, ça je peux vous le dire, à diffuser les idées qui peuvent être dans ces livres-là. Voilà, ils vont diffuser uniquement ce qui va dans le sens du libéralisme. Donc ça pose évidemment un problème d'indépendance. Et quand on voit le parcours et les choix de vie des Rockefeller, eh bien, on s'aperçoit que l'OMS se situe dans cette continuité-là, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, avec la répression violente des soulèvements des Omoro et des Oromo, pardon, et des Amhara contre l'ethnie majoritaire et réprimé pendant que Tedros, le directeur de l'OMS, était à la tête de ça, et aussi il avait masqué l'épidémie, les 3 épidémies de choléra. Bon, et voilà, donc quelqu'un qui est capable de mentir, de réprimer par la violence le droit des paysans qui veulent juste continuer à vivre, à cultiver sur leur terre, et tout ça pour faire les intérêts, entre autres de la culture de la rose, hein, dont l'Éthiopie est le 2e producteur en Afrique après le Kenya. Bon, avec assèchement, pesticides, précarité du travail et perte évidemment de la souveraineté sur leur propre terre, de ces cultures ancestrales. Donc il y a vraiment un souci, voilà, donc pour Rockefeller et la logique, pareil avec Bill Gates, hein, par rapport au vaccin. En fait, il y a une logique. Quand on nomme quelqu'un comme Tedros à la tête de l'OMS, hein, bien, il y a une logique. C'est-à-dire qu'une personne qui a du sang sur les mains, ou qui est mêlée à des histoires de gros sous contre santé ou contre droit des populations, hein, populations les plus exposées, on rappelle, normalement c'est celle que protège l'OMS, eh bien, cette personne-là ne dénoncera pas les autres, puisqu'elle-même, elle est mêlée, et elle pourrait se faire dénoncer. Donc, chacun se tient par les silences. Celui qui est à la tête de l'OMS, eh bien, empoche les dividendes et se donne une bonne image en tant que grand donateur, mais derrière, souvent, ce sont les populations qui trinquent. Voilà. Même si on a vu que la campagne, une certaine campagne de santé, avait été bénéfique pour l'Éthiopie, une campagne de Tedros, mais donc la question qui se pose, mais donc l'OMS n'est pas capable avec son réseau mondial, avec les gens les plus diplômés, les plus humanistes, les plus humanitaires, comment elle n'est pas capable du coup de recruter quelqu'un qui soit à la fois compétent et qui n'ait pas de sang sur les mains, ni qui ne soit pas pour le capitalisme? C'est quand même bizarre ça. Bon, eh bien non, c'est comme ça, oui, parce que c'est l'émanation des ultra-libéraux, hein, bien sûr, et donc ils étendent leur idéologie et leur profit. Et du coup, les directeurs, eh bien, déroulent le programme. En Europe, on a ça aussi. Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, qui avait parié, alors qu'il était chez Goldman Sachs, sur l'effondrement de la Grèce en bourse, tandis qu'il aidait de l'autre côté la bourse à truquer ses comptes. Du coup, quand la Grèce s'est effondrée, eh bien forcément, il y a eu beaucoup d'entreprises et de structures qui ont été vendues à l'étranger, dont par exemple le port du Pirée qui a été vendu à la Chine. Donc voilà ce genre de personnes. Une autre personne, c'est Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, président de l'Union européenne, qui a aidé, là aussi comme par hasard, on retrouve Rockefeller, qui a aidé les plus grandes entreprises européennes à faire de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire tout simplement à ne pas verser des centaines de milliards d'euros à leurs États, par exemple pour la santé. Donc on est dans des choses qui sont extrêmement graves
avec un directeur de la santé donc, qui est corrompu, qui est violent, qui ment, ou qui fait des erreurs d'évaluation, mais qui en tout cas ne fait pas son mea culpa par la suite. Pour quelqu'un qui aime confondre une diarrhée aiguë avec le choléra, c'est quand même problématique. Normalement, la carrière, même politique, elle s'arrête là. On donne la place à quelqu'un qui est compétent. Et répression, violation des droits de l'homme, mais aussi toujours dans l'intérêt des multinationales. Ça rappelle le fait, encore une fois, on voit les décisions de l'OMS, hein, le fait qu'au Nouvel An chinois, pour ne pas gêner les déplacements et donc les profits, et pour ne pas heurter la Chine, on n'a pas fermé les frontières, alors qu'on savait qu'il y avait un début de pandémie, et les Chinois, on les a laissés partir dans plein de pays du monde avec un certain nombre de personnes eh bien, qui avaient le Covid, et ils aiment bien aller en Italie, hein, c'est pas pour rien si ça a aussi commencé par l'Italie du Nord et la région de Bergamo qui est un nœud de connexion aérienne extrêmement important, hein, parce qu'on est quand même dans une partie extrêmement riche de l'Europe, et puis proche de la Suisse, de l'Autriche, de l'Allemagne et tout ça. Voilà, donc c'est quand même extrêmement préoccupant tout ça, surtout que, et je terminerai par là, hein, puisqu'on parle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dépense 201 millions de dollars par an dans les déplacements, alors qu'il y a des médecines alternatives, et là je parle vraiment, cette fois-ci encore plus en connaissance de cause, pour avoir été guide de voyage avec des agences de tourisme solidaires dans une quinzaine de pays du monde, plus même sur 4 continents, hein, sur 4 régions du monde, entre l'Inde, le Proche-Orient, l'Europe et l'Amérique centrale. Eh bien, avec assez peu de moyens, on peut faire des choses extraordinaires. Je me rappelle de cette clinique à Bodh Gaya en Inde où j'amenais toujours les groupes. Il y avait un infirmier humanitaire américain qui avait travaillé au Cambodge et en Afrique, et 95% de leurs soins qu'ils faisaient aux plus pauvres des pauvres, c'était de l'homéopathie. Ils avaient des super résultats avec des vaccins oraux par rapport à la polio. Ils arrivaient à redresser des jambes avec du PVC progressivement en faisant des sortes des attelles et, bon, pour redresser les jambes, et après les enfants arrivaient à marcher avec des cannes, hein, ce qui était déjà vachement mieux que de se traîner par terre. Et donc il y a les médecines alternatives, il y a les médecines traditionnelles de ces pays-là, il y a la naturopathie, il y a l'homéopathie, il y a la médecine chinoise, et puis il y a tout ce qui est évidemment l'alimentation et l'hygiène. C'est-à-dire que si vous renforcez les défenses immunitaires des populations, si vous leur donnez les compléments alimentaires qu'il faut, avec des plantes qui ne sont pas forcément chères, comme le moringa, des algues, de la spiruline, et puis vraiment, voilà. Là, je parle par connaissance de cause pour connaître énormément de personnes dans le domaine des alternatives et aussi de l'humanitaire alternatif avec des résultats extraordinaires. Il y a moyen de faire des choses qui coûtent pratiquement rien, où on pourrait même faire payer des gens pour participer à ces missions humanitaires qui paieraient leur propre transport en plus, hein, comme j'ai vu. Et avec le renforcement des défenses immunitaires, avec des mesures d'hygiène, avec des choses qui existent dans les médecines dites alternatives, mais qui étaient enseignées il y a encore à peu près un siècle, dans les facultés de médecine partout, eh bien on pourrait avoir des résultats extraordinaires, sauver des vies, sauver des populations. Voilà. Et ça n'est pas fait. À la place, il y a tout ce qu'on vient de voir, donc c'est quelque chose qui est terrible, et qui montre qu'il ne faut pas attendre de grandes choses par rapport au coronavirus de telles structures comme l'OMS avec ceux qui gravitent autour. Voilà, merci.